Merci Jean. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis particulièrement flatté d'être invité, effectivement, d'avoir été retenu par le comité d'organisation pour faire cette présentation sur les énergies renouvelables qui tombe pour moi au 40e anniversaire, mois pour mois, de l'installation de ma première éolienne et dans l'année aussi de mon premier système solaire. Voilà. Donc, je vais... Oui, me présenter. Donc, Philippe Malebranche, comme il a été dit, j'ai été impliqué dans le projet INES, donc Institut National de l'Énergie Solaire, jusqu'au mois dernier. Et je le quitte là pour me rendre à l'Alliance Solaire Internationale. Et si je n'y suis pas encore, c'est pour quelques problèmes de visa, mais je les rejoins dans quelques semaines. Donc, les énergies renouvelables en 20 minutes, c'est bien court. Chaque slide que je vais présenter pourrait faire l'objet d'un colloque entier. Il y a tellement de points à aborder que je vais juste survoler. Je m'excuse aussi à l'avance pour tous les porteurs des énergies renouvelables plus traditionnelles, comme la biomasse, l'hydraulique, la géothermie, où je vais quasiment pas en parler, car les enjeux forts de l'utilisation des énergies renouvelables portent sur les énergies dites variables, intermittentes. Et c'est les désavantages de ces énergies. Et donc j'ai choisi de présenter leurs caractéristiques et comment je ne vais pas dire contrer l'intermittence, on n'y peut rien, mais comment l'utiliser au mieux pour avoir un système énergétique évidemment stable, fiable, économique, durable, etc. Donc, je vais commencer par parler des constats, puis du projet possible. Pour moi, c'est un projet qui intègre l'ensemble des énergies renouvelables. Et ensuite, socialement, on abordera les conditions du changement, puis la conclusion. Donc, le constat actuel, tout le monde le sait, je vais passer très vite, extermination massive de la vie, surpopulation, inégalité croissante, là, le changement climatique y est pour rien, mais vient s'ajouter à tout ça. Voilà, je passe, tout le monde est bien au courant. Les causes de tout ça, c'est la disparition des espaces à vivre, la pollution, pollution via le CO2 évidemment, mais les pesticides, les plastiques. Donc, en jaune, j'ai mis les questions qui vont être en filigrane derrière toute ma présentation. Les quid des surfaces disponibles. Surpopulation, j'ai mis ça en face du manque d'éducation, de l'accès à l'énergie. Là, il y a encore des inégalités assez énormes. 1 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'énergie encore à ce jour. Et globalement, on est toujours dans la mauvaise direction, continuation de l'extraction contre des fossiles, continuation des subventions aux fossiles, avec une forte inertie de tout, à la fois des infrastructures. Un parc de bâtiments pas isolé, c'est dur à rattraper, il faut des décennies pour récupérer ça. Les valeurs, les comportements, ça ne change pas comme ça. Voilà, j'en dirai pas plus. La répartition des gaz à effet de serre, on en a bien entendu parler. Donc, seule solution disponible pour effacer nos 40 milliards de tonnes de CO2, c'est le nucléaire et ou les énergies renouvelables. Les différences entre les deux, ça va porter sur les vitesses de déploiement, l'impact sociétal, environnemental, les investissements nécessaires. Alors, Yves Bréchet va présenter le nucléaire juste après moi. Donc moi, je vais me concentrer sur les énergies renouvelables. Et là, j'ai au moins une bonne nouvelle, c'est l'avantage économique des énergies renouvelables, on va en parler, et leur vitesse de déploiement qui peuvent être extrêmement rapides. Mauvaise nouvelle, le manque de temps pour faire tout ça, changer les infrastructures, ça ne va pas être simple. Et puis, j'ai articulé ma présentation autour des 4 sujets, des 4 thématiques: produire, se loger, se déplacer, se nourrir. Et le dernier graphe montre les efforts à faire pour passer de nos 11 tonnes d'empreinte carbone à 2 tonnes. Et on voit que ça ne va pas être facile. Alors,
l'arrivée des énergies renouvelables compétitives, c'est 4 décennies d'efforts. À l'heure actuelle, donc ça c'est un schéma de la Banque Lazare. Les 2 derniers qui sont en bas, qui sont partis de beaucoup plus haut, mais qui sont arrivés au moins cher, c'est le solaire et l'éolien, quasiment à égalité, la courbe jaune et la courbe bleue tout en bas. Alors ça c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est la disponibilité des ressources. Le vent, dans les parties septentrionales, c'est à peu près partout. Les côtes et le soleil, il y en a plein à volonté dans la zone intertropicale. Et là, il faut bien voir une chose, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de soleil. Et donc, quand vous voyez les zones rouges, ça correspond à peu près à 2000 heures d'ensoleillement. Quand vous passez à 1000 heures d'ensoleillement et que vous avez une énergie à 2 centimes là où il y a 2000 heures, si vous produisez 2 fois moins dans un pays comme le nord de la France à moins de 1000 heures, eh bien, ça vous fera une énergie à 4 centimes. C'est pas aussi bien, mais c'est pas une catastrophe non plus. Alors, je vais me concentrer donc sur le solaire. Est-ce que c'est bien fiable de faire reposer un système énergétique sur une technologie ? Il faut voir que là, on a l'avantage d'avoir une gigantesque famille de plein de matériaux, de plein de technologies. Et vous le voyez, sur les 40 dernières années, elles sont toutes en progrès, quelle que soit la technologie, quel que soit le matériau. Il y a des technologies récentes, comme les perovskites, c'est celles qui croissent très récemment en rouge, là, sur la droite. Il y en a qui sont très hautes, qui sont à 40, presque 46% de rendement. Mais il faut voir que c'est l'optimum entre le rendement, le coût de fabrication, le coût des matériaux, et la durée de vie qui l'emporte. Et donc les perovskites, elles ont des très bons rendements, mais pas la durée de vie. Les matériaux du haut, qui ont des très bons rendements, n'ont pas du tout les coûts acceptables. Et donc, à l'heure actuelle, on se retrouve avec les technologies au silicium. Et là, il y en a des dizaines. Les siliciums monocristallins, multicristallins, amorphes, sur différentes technologies. Là, je ne vais pas les dire toutes, mais il y en a des dizaines. Et chacune se challenge, et dès qu'une a une petite faiblesse, avance un peu moins vite que l'autre, elle est rattrapée par une autre. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment un ensemble, une famille qui avance. Et en permanence, il y a un optimum quelque part. Il peut y avoir d'autres critères pour choisir, la flexibilité, les couleurs, voilà. Donc 4 décennies de progrès pour augmenter les rendements, et puis 4 décennies de volume accru pour baisser les coûts. Et là, dans les journaux, on lit tout, la baisse de 80% en 10 ans, enfin c'est une baisse assez énorme, qui est illustrée par cette courbe d'expérience des modules qui font qu'à l'heure actuelle, les modules coûtent entre 20 et 25 centimes d'euros le watt. Pour ceux auxquels ça ne veut rien dire, à l'heure actuelle, on est donc à 45 euros le mètre carré. C'est le prix d'un bon carrelage. Il y a des carrelages qui montent à 80 ou 100 euros du mètre carré. On est un peu plus cher que la tuile, 20 ou 30 euros. On est moins cher que l'ardoise, d'ores et déjà. L'ardoise est à 90 euros du mètre carré. Donc vous voyez que par rapport à des produits tout à fait standards, le photovoltaïque, utilisé à la place de ces produits-là, en plus rapporte de l'électricité. Donc là, c'est Bloomberg qui vous montre aussi la baisse des coûts. L'éolien a les mêmes courbes d'expérience qui baissent en permanence les coûts de revient. Alors, des grandes centrales, ça donne ça dans les déserts. Ça, c'est la baisse régulière des prix tout au long des appels d'offres successifs. Et là, si je zoome sur la dernière partie, c'est-à-dire sur les 2 dernières années, on voit qu'on est entre 1,5 et 4 centimes d'euros le kilowattheure. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui, selon les différents pays, donc effectivement selon l'ensoleillement, qui se traduit par des coûts différents. Donc. Et en prolongeant cette courbe, on voit qu'on est sous 10 ans entre 1 et 2 centimes le kilowattheure, et donc sous 20 ans plus tard, dans 30 ans, sur une énergie
je ne vais pas dire un cours marginal nul, mais vous voyez qu'on est autour du centime ou du demi-centime. Donc on va avoir une pénétration absolument inéluctable, avec des changements géopolitiques majeurs, parce que les pays les plus ensoleillés, qui sont en général les plus pauvres et qui importent le fossile, vont devenir ceux où l'électricité, et donc peut-être des dérivés comme l'hydrogène, seront les moins chers. Alors là, quelques exemples, et souvent on entend dire « Ah oui, mais il y a des subventions ». Là, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Le Portugal, c'est un record du mois d'août dernier, et c'est une entreprise française qui l'a emporté, c'est Akuo Energy. Plus récemment, ça date de la semaine dernière, je viens de le rajouter, le Qatar à 16, donc 1,6 centimes le kilowattheure. C'est le groupe Total, associé à Marubeni des Japonais, qui vient d'emporter cette enchère. Donc, vous voyez que le 1,5 centimes d'euros le kilowattheure, c'est une réalité. À l'opposé de l'échelle des besoins, là on était dans les mégawatts, gigawatts, il y a les watts, et le solaire c'est aussi un moyen de changer la vie de millions, 1 milliard d'habitants. Donc à travers de l'éclairage, de la recharge de téléphones portables, des activités productives, de la pompe. En Inde, ils distribuent les pompes solaires, tout simplement parce qu'en 3 ans de récolte additionnelle, elle est remboursée. Donc, le solaire est systématiquement moins cher. Donc là, maintenant, par rapport au charbon, gaz ou nucléaire. Au détail, le solaire est un peu plus cher parce qu'effectivement, il faut l'installer sur le bâtiment, mais c'est toujours moins cher que l'électricité au détail. Toujours plus cher sur les mini-réseaux isolés, c'est encore plus cher, donc 15-25 centimes, mais c'est moins cher que les groupes électrogènes. L'électrification rurale, on est nettement moins cher que n'importe quelle bougie, pile ou kérosène. Et la mobilité solaire, je vais en reparler plus loin, en coût de fonctionnement, c'est 10 fois moins que la mobilité fossile. Au lieu de 8 à 10 euros 100 km, c'est 1 euro des 100 km. Bon, donc à l'heure actuelle, mondialement, c'est 3%, donc c'est rien, c'est encore négligeable. Les potentiels sont de monter à 20 à 70% selon les études, toute énergie confondue. Alors, je vais attaquer le dur, là, peut-on aller vers le 100% renouvelable ? Il y a des études de plus en plus nombreuses, j'ai évidemment pas le temps de rentrer dedans, j'ai mis les adresses tout en bas. Il y a eu des études au niveau régional, faites il y a quelques années, au niveau français, l'ADEME, il y a quelques années aussi. L'Université d'Helsinki vient de faire. Bon, il n'y a pas de solution unique, c'est vraiment à chacun son mix optimal. Faut se renseigner, je vais pas débattre beaucoup plus là-dessus. Mais en tout cas, sur la dernière, ce qui montre, c'est que la croissance du solaire se fait d'abord pour produire l'électricité, mais après, elle sera largement à un montant quasi équivalent, servira au transport, et à un autre montant quasi équivalent, ça sera le photovoltaïque pour faire de l'hydrogène, pour alimenter l'industrie. J'en parlerai juste après. Donc, vis-à-vis de tout ça, il y a des engagements croissants. Maintenant, il y a 53 pays qui sont engagés sur cette voie-là. Alors, chacun sa date, pour 2030, 2040 ou 2050. Des régions, des territoires qui s'y engagent, des entreprises. La dernière présentation que j'ai faite, c'était 170 entreprises il y a 3 mois. Là, maintenant, on est à 220 engagements de grandes entreprises. Là, les nouveaux venus français, c'est Danone, Decathlon, Schneider. Voilà. Donc, ce projet global est-il réaliste ? Alors, tout de suite, on tombe pour le système électrique sur la question de la variabilité et de l'intermittence. Elle existe, elle est réelle, on ne va pas la nier. Mais il y a plein de manières de l'aborder. Je vais les lister rapidement. La conception des systèmes, le foisonnement, la complémentarité solaire-éolien, l'écrêtement, la gestion de la demande, les stockages existants, multisectoriels, un ballon d'eau chaude ou de la laine de verre qui isole du béton, ça peut aider à stocker de l'électricité. Et puis les stockages spécifiques. Et souvent, on nous dit, vous installez une éolienne ou 1 mégawatt, 1 gigawatt d'éolien, il faut 1 gigawatt d'appoint conventionnel, enfin une turbine à gaz ou autre. Non, il faut certainement quelque chose, mais ça doit être un mix de ces solutions. Et puis, les critiques classiques aussi,
sont les surfaces nécessaires, il n'y aura jamais la place, et les quantités de matériaux nécessaires. Donc je vais essayer d'y répondre. Là, vous avez des photos de modules installés normalement en plein sud, ou aussi verticaux, sur un axe nord-sud. Là, vous voyez ce que ça donne. En bleu, vous avez la courbe classique, hein, ça donne maximum à midi. Donc il y a la journée en bleu, une journée d'été, hein, large, haute. Et puis une journée d'hiver en bleu, pareil, là c'est tout nuageux, c'est plus court, hein, il n'y a plus que 6 heures de jour. C'est tout nuageux, j'ai pris une des plus mauvaises, on est à 100 watts, enfin c'est vraiment couvert. Et évidemment, tout le reste de l'année, on est entre ces deux extrêmes. Déjà, on peut voir que si on met le module vertical nord-sud, on n'a pas du tout le maximum à midi, mais on a déjà le maximum le matin, le soir, et ça peut aider pour certains usages. Au passage, pensez que souvent on entend parler du facteur de charge qui dit oui, ça tourne que 3 heures par jour. Non, ça ne tourne pas 3 heures par jour. Ça tourne 6 heures en été et 12, 14 heures en hiver et en été. Après, c'est juste la puissance délivrée qui n'est jamais là où il faut, jamais là où on le souhaite. Alors, dès qu'on met plusieurs installations entre elles, ça se met à foisonner et il n'y a plus du tout de choses intermittentes. La complémentarité est très importante. Regardez, on voit les années qui succèdent, donc en jaune, la production solaire, en bleu, l'éolien, et on voit qu'il n'y a aucun mois creux. Alors, bien évidemment, il y a de temps en temps des difficultés sur une semaine, maximum 10 jours, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de transférer énormément d'énergie de l'été vers l'hiver ou autre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment, faut affiner ce genre d'études, mais il faut proscrire les approches en silo et de dire une éolienne, donc une turbine à gaz ou une batterie. Non, les compléments peuvent venir de diverses manières. Pareil, on est sur une arithmétique un peu délicate. 1 gigawatt de solaire plus 1 gigawatt d'éolien, c'est toujours 99% du temps inférieur à 1 gigawatt. Ce n'est pas 1 plus 1 de capacité égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 99% du temps, moins de 1. Donc tout ça, ça modifie. Et donc, quand on écrète quelque chose, on perd très peu d'énergie. Et ça augmente très peu les coûts. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on peut gérer la demande. Excusez-moi, je vais accélérer un petit peu. Gérer la demande, ça veut dire, là, par exemple, ça pourrait être des chauffe-eau. Hein, là, j'ai pris l'exemple de voitures à recharger. Au lieu de les charger tout le matin quand il n'y a pas le solaire, c'est la courbe de gauche, on s'arrange pour déclencher les usages au bon moment pour être en phase. Et après, dernière manière de combattre, ou de compenser cette variabilité, cette intermittence, c'est le stockage. Là, il y a une présentation après. Donc, le meilleur stockage, c'est le stockage évité. Après, c'est d'utiliser ce qu'il y a déjà. Et après, seulement, on investit. Juste très rapidement, la flexibilité des réseaux, là, c'est les temps de coupure sur le réseau. Et on voit qu'en Allemagne, où ils en sont à 40% d'énergie renouvelable intermittente, l'indisponibilité continue de diminuer. C'est intéressant à noter. Alors, les espaces. Il n'y a strictement aucun besoin de surface supplémentaire. Pourquoi ? C'est soit des déserts, hein, c'est inutilisable autrement. Là, un exemple. Si on compare avec le lac Nasser, même puissance, même énergie, 100 fois, 150 fois plus de taille. Sur l'eau, voilà, c'est difficile de faire autre chose. Donc, différents exemples. Sur les terrains dégradés, l'ADEME sur la France montre qu'il y a 50 gigawatts, donc un peu plus de 50 TWh disponibles. Sur les bâtiments, un potentiel de 400 TWh sur nos bâtiments. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin comment. Là, on a déjà des premiers exemples. Sur les quantités de matière, souvent on nous parle de tonnes de béton, de tonnes de choses métalliques. Je ne vois pas où c'est. Là, sur des supports, là, comme on voit sur la toiture, on est à 2 kg par mètre carré de support. Quand on va le mettre sur une voiture, ça tend vers zéro. Hein. On s'intègre dans le pare-brise, on s'intègre dans le haillon arrière. Ça flotte. Donc, vous voyez, les terres rares, on en entend souvent parler, il n'y en a pas, il faut aller à l'étude ADEME. Et maintenant, les cas d'usage,
Se déplacer, le solaire est parfaitement pertinent. Donc le 1 € au 100 kW. À retenir ici, c'est qu'un véhicule à essence en France parcourt 9000 km, c'est l'équivalent de 9 mètres carrés. Donc une petite pergola. Un diesel, 16 000 km, 16 mètres carrés. Ça, c'est les valeurs de Chambéry, ce n'est pas un ensoleillement exceptionnel. Donc on a vraiment une très grosse synergie, et j'accélère, excusez-moi, et la synergie avec le réseau, là, le groupe Total a emporté la semaine dernière un appel d'offres sur 20 000 stations de recharge 100% renouvelables. Voilà, donc des services de mobilité. Se loger, là c'est le mélange solaire thermique et photovoltaïque, donc des exemples qui montrent qu'on ne prend aucune place supplémentaire du côté de l'artificialisation. Donc résidentiel individuel, l'ancien, le nouveau. Voilà tout l'état d'exemples et voilà des nouveaux panneaux solaires plus ou moins décoratifs. Voilà les couleurs, vous pouvez choisir blanc, vous pouvez choisir la palette qu'il y a sur la droite ou des dessins. Transition énergétique à l'agriculture, là, aquaculture, verger. Un fonds très intéressant qui vient d'être mis en place par la Maïf et AQO, où on mixe transition agricole et transition énergétique, où le temps de passer en bio, on a les revenus qui viennent du solaire. Je passe. L'hydrogène, j'en ai un peu parlé, bientôt à 1,5, puis un peu plus tard à 1 € du kilo, ou dollar du kilo. Voilà. Comment changer? Ça me gêne de sauter un peu les parties sociales. Je vais accélérer là-dessus. Les actions, et c'est tout l'enjeu du renouvelable, tout le monde peut contribuer, chacun à son niveau, dans tous les secteurs. Là, le particulier, il peut s'abonner à un fournisseur de NR local, investir dans du collectif, c'est-à-dire dans l'investissement participatif, et puis sur son logement ou pour se déplacer, il peut... alors, pareil au niveau régional, au niveau de l'État, on a besoin d'objectifs ambitieux et d'un respect des règles, juste comptabilité, arrêt de la non prise en compte des externalités. La formation est très importante. Donc les messages clés du volet social, c'est qu'il y a vraiment besoin quand même, face à un projet qui est quand même enthousiasmant, c'est une des seules solutions. Les messages clés, c'est qu'il y a un besoin de changement de conscience individuelle et jouer sur tout simplement le plaisir du changement. J'ai oublié de demander qui avait un panneau solaire chez lui. Levez la main s'il y en a. Ah, quand même quelques-uns, c'est super. Donc le plaisir de la douche solaire ou le plaisir de produire son électricité, c'est quand même quelque chose. Voilà, on a besoin quand même de ne pas faire ça seul. Il y a besoin d'action collective. Et je vais finir avec la dernière slide. Les changements sont possibles justement parce que chacun peut intervenir à son rythme. On sait que quand on changera de voiture, ça pourra être solaire plus véhicule électrique. Quand on changera de logement, soit on peut investir, soit on investit par des financements participatifs dans des réalisations citoyennes, etc., etc. Deuxième point qui est important, les bénéfices maximaux de tout ça résultent d'une approche forcément globale, multisectorielle et multicritère. Donc, importance de feuille de route ambitieuse qui inclut tous les ministères. Le solaire, ce n'est pas le ministère de l'énergie, ce sont tous les ministères, mais vraiment tous. Et ça, il faut le dire, l'expliquer, et surtout ne pas entretenir les préjugés. Pour l'instant, et là j'ai été chercheur longtemps, les budgets de la recherche sur les fossiles restent supérieurs à ceux sur les énergies renouvelables. Donc le temps perdu, tout ça, ça ne joue pas en notre faveur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.